Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au point presse du ministère des Armées. Je tiens tout d'abord à adresser mes pensées aux familles, aux proches et ainsi qu'aux camarades des 2 gendarmes décédés. Ils étaient engagés pour une mission de maintien de l'ordre en Nouvelle-Calédonie. En raison de l'actualité, il n'y aura pas de point sur les agendas aujourd'hui. Dans le cadre du focus thématique, je donnerai la parole à l'ingénieur principal des études et techniques de l'armement, Juliane Ledinf, expert en intelligence artificielle à l'agence ministérielle de l'IA, la MIAD, et au capitaine de frégate, Vincent Magnan, directeur du Centre d'interprétation et de reconnaissance acoustique. À l'occasion du salon Viva Technologie, ils présenteront les innovations mises en place ou en cours d'incrémentation pour les oreilles d'or des sous-marins nucléaires et frégates français. Des innovations nécessaires pour gagner la guerre acoustique d'aujourd'hui et de demain. Et je vous rappelle que le salon Vivatech se déroule du 22 au 25 mai à la porte de Versailles et que le ministère y sera représenté. Je démarre avec l'exercice de recherche et sauvetage au combat Krypton. Cet exercice est organisé par la 36e escadre de commandement et de conduite aéroportée de la base aérienne 702 d'Avord. Lancé depuis mardi, il se termine aujourd'hui. C'est un exercice interarmé et interallié de préparation des forces au conflit de haute intensité, notamment du C2, Command and Control. Le scénario implique de nombreux moyens aériens, de l'armée de l'air et de l'espace, de la marine nationale, de l'OTAN et des armées britanniques, italiennes et espagnoles. Les missions complexes menées dans le cadre de cet exercice permettent d'améliorer la connaissance mutuelle des alliés de l'OTAN et ainsi renforcer leur interopérabilité. Toujours en lien avec l'armée de l'air et de l'espace, l'inauguration du terminal de passagers du hub des armées se déroule aujourd'hui sur la base aérienne 125 d'Istres. Et ce projet s'inscrit dans le cadre d'un projet global de hub des armées et constitue une étape majeure de ce projet hors norme. Il fait de la base aérienne 125 d'Istres le premier terminal militaire de France. Sa surface représente près d'1 hectare. Et les départs en opération extérieure et en mission courte durée se feront désormais depuis cette plateforme à Istres et non plus depuis l'aéroport Charles de Gaulle. Ce terminal permettra de répondre à l'augmentation des flux passagers et de fret en lien avec l'accueil de l'avion MRTT A330-200 Phoenix. L'ouvrage est dimensionné pour accueillir jusqu'à 100 000 passagers par an et 540 simultanément. Il est également dimensionné pour la gestion d'un volume de fret de marchandises de 9 000 tonnes par an. Nous avons une petite vidéo à vous montrer. Je vous encourage par ailleurs à aller visionner notre journal de la défense que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube et qui a fait un spécial sur la base d'Istres dans les secrets d'une base aérienne XXL. Toujours sur le volet opérationnel, je passe au déploiement pour la première fois sur un théâtre extérieur de l'engin blindé de reconnaissance de combat Jaguar. Ces véhicules blindés de l'armée de terre sont déployés en Estonie depuis le 4 mai. Ils sont conçus pour les opérations en milieu urbain et montagneux et le Jaguar est doté de technologies avancées, augmentant sa capacité à répondre efficacement aux défis des zones de combat modernes. Issus du 1er régiment étranger de cavalerie, les engins ont parcouru environ 3000 km à travers 5 pays pour atteindre l'Estonie. Ce déploiement opérationnel s'inscrit dans le cadre de la mission Lynx de l'OTAN.
visant à renforcer le flanc Est, présenté tout à l'heure, de l'Alliance face aux tensions accrues en Ukraine. Et la France continue de jouer un rôle clé dans la sécurité collective européenne. Le déploiement du Jaguar en Estonie en témoigne. Ce déploiement exceptionnel par voie ferrée démontre une coordination logistique impeccable entre les forces françaises et leurs alliés. Et il démontre également l'importance stratégique de cette opération dans le contexte de sécurité européenne actuelle. Du côté de la Marine nationale, l'amiral Nicolas Vaujour, chef d'état-major de la Marine, s'est rendu le 13 mai à Brest pour inaugurer les nouveaux locaux du Centre de renseignement et de guerre électronique de la Marine. Le centre a changé de patronyme ce même jour pour devenir le Centre de renseignement de la Marine. Par sa taille, sa modernité et les nouvelles capacités qu'il apporte, ce bâtiment va renforcer les capacités opérationnelles de la Marine. Le centre participe à la recherche et à l'exploitation de renseignements de différentes natures, électromagnétiques, images et cyber, et entretient à ce titre la situation maritime de référence. Je termine avec un événement qui se déroule à Toul le 22 mai. Le 516e régiment du train va accueillir l'ensemble des savoir-faire de la brigade logistique, aussi appelée BLOG, pour une démonstration dynamique de ses capacités en haute intensité. Cette démonstration s'inscrit dans le cadre de l'inspection de la brigade par le chef d'état-major de l'armée de terre, le général d'armée Pierre Schill, et la BILOG a sous son commandement 8 régiments et un centre de formation initiale des militaires du rang. Composée de 7000 combattants logisticiens d'active et de 2600 militaires de réserve, elle est dirigée depuis son état-major à Montlhéry, au sud de Paris. La création de cette brigade s'inscrit dans le cadre de la transformation de l'armée de terre. Ses objectifs sont obtenir une force de combat plus efficace, moderniser les équipements et adopter la structure organisationnelle. Je vais passer maintenant au focus thématique dédié cette semaine à l'innovation, avec 10 milliards d'euros prévus dans la loi de programmation militaire 2024-2030. Pour l'innovation, le ministère des Armées s'est fixé l'objectif de consolider la supériorité technologique des armées. Le salon Vivatech, organisé du 22 au 25 mai porte de Versailles, est l'occasion pour le ministère de faire connaître ses innovations et son expertise. L'agence Innovation Défense présentera par exemple ses dispositifs de soutien à l'innovation avec une zone d'accueil dédiée aux startups et son dispositif de guichet unique destiné à recevoir des propositions spontanées des entreprises. Le salon Vivatech est aussi l'occasion pour le ministère d'attirer de nouveaux talents, particulièrement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Nos intervenants aujourd'hui, Juliane Ledinf, expert en intelligence artificielle à l'AMIAD, et le capitaine de frégate Vincent Magnan, directeur du Centre d'interprétation et de reconnaissance acoustique, vont justement évoquer ce volet intelligence artificielle. Ils vont expliquer les capacités de l'intelligence artificielle à assister les oreilles d'or de la Marine nationale dans l'analyse des détections acoustiques. Je vous laisse maintenant la parole. Merci Madame la directrice de ce propos introductif et merci à tous d'être présents ce matin pour que l'on puisse vous parler un petit peu de ce cas d'usage, c'est-à-dire l'application de l'intelligence artificielle à la guerre acoustique. Avant de rentrer un petit peu dans le dur et dans la technique, permettez-moi simplement de vous rappeler quelques éléments de contexte qui sont probablement familiers pour bon nombre d'entre vous. Tout d'abord, je note un intérêt croissant pour la guerre acoustique passive, notamment dans la conduite des opérations aéromaritimes. Pourquoi je constate cet intérêt croissant? Parce que la guerre acoustique passive permet de détecter en opération à la mer, par un sous-marin ou par une frégate, des éléments acoustiques techniques dont découlent des éléments tactiques. Pour vous donner un exemple très concret, lorsqu'on intercepte une cible sur un schéma de propulsion particulier, on peut en définir sa vitesse, et de sa vitesse va dépendre la construction d'une idée de manœuvre autour de cette information. Voilà. Et ces éléments tactiques sont également prélevés en toute discrétion, sans élever le niveau de crise, puisque l'ennemi ou le compétiteur ne nous observe pas. Et c'est évidemment décisif pour les contrôleurs opérationnels, quelle que soit la zone d'opération. Le deuxième élément de contexte, c'est un élément de contexte plus capacitaire. Aujourd'hui, la marine se dote de plus en plus de moyens dotés de capteurs passifs à bord des sous-marins, à bord des frégates, à bord des aéronefs. Dans un avenir proche également par des drones ou des gliders ou des planeurs sous-marins. Et évidemment, par l'augmentation du nombre de ces capteurs, mais aussi
par l'augmentation de leur performance, c'est-à-dire des portées de détection accrues, des gains de traitement accrus. Évidemment, il va y avoir un flux de données qui va arriver de façon très massive vers le centre d'interprétation et de reconnaissance acoustique que j'ai l'honneur de diriger aujourd'hui. Voilà. De ces deux éléments de contexte, évidemment, découle cette grande conclusion sur la gestion de la donnée. Et encore une fois, pour vous donner un ordre de grandeur, le centre d'interprétation et de reconnaissance acoustique prélevait à peu près 1 teraoctet de données en 2020. Aujourd'hui, en 2024, on est déjà sur 10 teraoctets de données. Et on envisage pour 2030 une collection de données qui avoisinera les 100 teraoctets, voire plus. Voilà. Et donc, évidemment, pour être capable d'analyser toute cette donnée, et surtout pour être capable d'isoler dans toute cette donnée les informations utiles et décisives pour la conduite de nos opérations au combat, il faut qu'on ait recours à des innovations technologiques, dont l'intelligence artificielle. Voilà pour les éléments de contexte. Je m'attarde ensuite sur le besoin opérationnel qui en découle évidemment. L'objectif et le besoin de recourir à l'intelligence artificielle, il est double, d'un côté à la mer et d'un autre côté à terre. Je vais commencer par le besoin à terre, donc au centre d'interprétation et de reconnaissance acoustique. On est passé dans les années 90-2000 à des enregistrements acoustiques qui duraient à peu près 5 minutes ciblés sur une menace particulière. Et aujourd'hui, on bascule dans une logique où on amasse des données qui sont étendues sur des quarantaines de jours et qui évidemment nécessitent beaucoup de capacités humaines pour traiter cette information. Et donc à terre, le recours à l'intelligence artificielle a bien cette vocation à isoler dans une grande période temporelle les signaux acoustiques d'intérêt sur lesquels l'homme va pouvoir conduire une analyse avec une forte valeur ajoutée. Voilà. Donc on utilise la technologie pour écarter ou filtrer la partie standard du signal, la partie presque inutile, et on recourt à l'homme pour exploiter la partie utile. Voilà. À la mer, ça sera dans un second temps. L'objectif sera globalement similaire. Les futurs sonars qui équiperont notamment les sous-marins, notamment le sous-marin nucléaire lanceur d'engins de 3e génération, auront des capacités encore étendues par rapport à ce que l'on a aujourd'hui. Et là aussi, il y aura un besoin réel pour l'opérateur d'être capable d'être soulagé dans cette tâche de détection pour concentrer son attention sur la phase utile du signal acoustique. Et c'est bien comme ça que l'on voit l'intérêt de l'intelligence artificielle dans nos applications. Voilà, donc maintenant que vous avez bien compris l'objectif, il est temps pour moi de vous parler un petit peu de la façon dont est née cette démarche engagée au CIRA depuis 2021 maintenant, et quelles en sont les perspectives. Et je m'appuierai pour cela évidemment sur le soutien de l'Amiad. D'un point de vue temporel, en octobre 2021, sur Opportunité, j'ai eu la chance de croiser des cadres dirigeants d'une société Préligence que vous connaissez probablement dans cette assemblée et qui, évidemment, a déjà pignon sur rue dans le domaine du renseignement par sa capacité à appliquer des algorithmes d'intelligence artificielle sur l'imagerie satellite. Voilà, elle a des produits qui sont déjà utilisés en opération, notamment par la direction du renseignement militaire. Et des différents échanges que j'ai pu avoir avec cette société a abouti cette idée de se dire que ce que l'on peut réaliser avec de l'intelligence artificielle sur une image satellite, on pourrait aussi le réaliser sur une image sonar, voilà, en appliquant évidemment à ces traitements les particularités de l'acoustique sous-marine qui évidemment sont très complexes. Voilà. Pendant l'année 2022, on a conduit avec Préligence plusieurs ateliers interactifs pour voir un petit peu ce qu'ils étaient capables de produire. Et puis on s'est aussi appuyé sur les sachants en intelligence artificielle, puisque ce n'est pas une compétence que je détiens au Centre d'interprétation et de reconnaissance acoustique, en la présence de DGAMI, futur Amiad, mais également en local à Toulon avec le Centre d'études et de programmes navals, le CEPN, soutenu également par le Centre support de la donnée marine. Voilà. L'objectif pendant ces ateliers, c'était bien d'associer une compétence métier, celle de l'oreille d'or, de l'analyste en guerre acoustique, à une compétence technique sur la donnée, sur la gestion de la donnée et sur l'intelligence artificielle. Ça a permis d'aboutir en 2023 à une contractualisation sous la forme d'un projet d'innovation marine avec Préligence qui nous a livré un démonstrateur qui permet de poser les premiers jalons de l'intelligence artificielle appliquée à l'acoustique sous-marine, avec des résultats très encourageants, parce que sur des grandes plages de temps, ce démonstrateur permet de faire ressortir des signaux acoustiques d'intérêt par pré-traitement, c'est-à-dire
premier type de classification. L'algorithme fait un distinguo entre le petit bateau de plaisance et le bateau de commerce, par exemple. Et puis, cet algorithme va même jusqu'à identifier un nombre de tours lignes d'armes, c'est-à-dire le système propulsif du bateau, et même un nombre de pales de l'hélice. Voilà. Donc, ces premiers éléments d'appréciation sont très encourageants et nous permettent évidemment de se projeter sur un usage de l'intelligence artificielle appliquée à l'acoustique sous-marine. Cette contractualisation avec Préligence a été évidemment challengée par l'intermédiaire de la DGAMI qui a suivi tous ces travaux. Et je vais laisser Juliane vous en parler. Merci commandant, bonjour à tous. Effectivement, au sein de l'AMIAD, on a pu donc collaborer avec le CIRA sur ce projet. Et une des grandes réussites de ce projet, justement, c'est l'acculturation mutuelle entre les experts en intelligence artificielle et les analystes en guerre acoustique du CIRA. Et ce, afin de bien cerner en fait les problématiques métiers, mais également réussir à sensibiliser le CIRA aux spécificités de l'intelligence artificielle. Bien sûr, côté CIRA, la capitalisation des données dans le cadre du renseignement acoustique, le renseignement d'origine acoustique et la maîtrise des fonds marins font déjà partie de leur mission. Mais si l'on veut être capable de déployer efficacement et rapidement des modèles d'intelligence artificielle, il faut engager une réflexion sur le management de la donnée et donc la manière de la manipuler, la stocker, la noter et la valider. Donc des premières actions ont déjà été entreprises dans ce sens l'année dernière et puis en début d'année. Et un second intérêt pour les analystes, c'est finalement de pouvoir tester, manipuler, expérimenter et se familiariser avec les modèles d'intelligence artificielle, et ce qui permet finalement de mieux comprendre les limites et également savoir quand leur faire confiance. Donc c'est un peu une façon de s'amariner à l'intelligence artificielle. Notre côté expert en IA, avoir la possibilité d'échanger en direct avec des analystes et donc s'immerger dans leur quotidien permet de mieux appréhender les besoins métiers et plonger vraiment efficacement dans la tâche à effectuer, qui est une tâche complexe. C'est pour ça qu'on a jugé nécessaire de vraiment être supervisé par l'expertise humaine afin de construire au mieux le modèle qui va s'appuyer sur les raisonnements de l'analyste. On a eu également la chance de profiter de tout l'écosystème et le réseau d'expertise du ministère des Armées via DGA Technique Navale et le service hydrographique et océanographique de la Marine, qui nous ont permis de mieux appréhender la physique des phénomènes acoustiques sous-marins. Et donc cette approche, encore une fois, très centrée sur l'expertise métier, permet de donner davantage de retours d'informations et de feedback à l'analyste, et donc une meilleure interprétation des prédictions du modèle et une meilleure confiance dans les modèles développés. On a donc pu mettre en place, dans le cadre de ce projet, une vraie méthodologie rigoureuse, une réflexion autour de la qualité de la donnée, et on a également des premiers résultats tangibles qui sont aujourd'hui très intéressants. Et donc en pratique, on a mis donc en place un modèle d'intelligence artificielle basé sur de l'apprentissage profond, donc du deep learning, qui sont aujourd'hui à l'état de l'art dans la majorité des tâches autour de l'intelligence artificielle. Et ce modèle nous permet d'analyser le flux audio et remonter, comme le disait le commandant, remonter à l'analyse les événements d'acoustique d'intérêt. Et idéalement avec un maximum d'informations, un maximum de métadonnées. Et donc ces traitements sont applicables à froid au retour d'une campagne, donc à terre, et traités rapidement un grand volume de données, mais également à chaud, en continu pendant la mission, pendant l'immersion du sous-marin. Et ainsi, l'analyste est vraiment aidé et guidé dans les premières étapes de la veille acoustique pour prioriser son attention sur les étapes à plus forte valeur ajoutée, allant jusqu'à l'identification du contact acoustique. Et donc aujourd'hui, les modèles d'IA qu'on a voulu mettre en place, ils permettent d'assurer une étanchéité de la veille acoustique et faciliter justement cette détection d'événements d'intérêt. Pour entrer encore un peu plus dans le détail, on a mis en place des modèles d'IA qui permettent donc de détecter et de caractériser automatiquement des différentes sources acoustiques, et en particulier donc aujourd'hui des émissions sonores. Et donc cet outil sera présenté au Salon Vivatech, et donc je vous invite bien sûr à venir sur notre stand, le stand du ministère des Armées la semaine prochaine, afin de vous mettre vous-même dans la peau d'une rider. Donc vous avez là l'état des lieux de la démarche d'intelligence artificielle appliquée à l'acoustique sous-marine en lien avec l'AMIAD. Évidemment, on ne souhaite pas s'arrêter là, on veut poursuivre parce qu'on y croit dur comme fer, non pas pour remplacer le Radar qui restera toujours à son poste et avec sa valorisation, mais simplement pour le soulager vu la masse de données qui se prépare à l'horizon 2030. Voilà. Alors quels sont pour nous les grands objectifs que l'on se fixe pour les années qui viennent ? Le premier, évidemment, c'est d'améliorer les modèles existants parce qu'on voit bien qu'il faut continuer à les entraîner avec beaucoup de données
prélevés dans des environnements très différents les uns des autres, prélevés sur des types de sources acoustiques vraiment très différentes les unes des autres. Et c'est comme ça que l'on les fera progresser, en maîtrisant aussi la confiance qu'on peut avoir dans ces modèles. Voilà. Le deuxième objectif que l'on se fixe, c'est de pouvoir utiliser ces modèles sur n'importe quel type de capteur acoustique sous-marine, que ce soit un sonar de sous-marin ou de frégate, un glider sous-marin développé par un industriel français ou un capteur acoustique fixe posé au large de Toulon par exemple. Voilà. Et l'idée, c'est de pouvoir justement appliquer ces modèles de façon très large pour capter un maximum de données acoustiques au CIRA. Le troisième objectif que l'on se fixe, c'est d'associer tous ces modèles d'intelligence artificielle appliqués à l'acoustique à une corrélation avec d'autres sources de renseignements, qu'ils soient satellites, radars, visuels, humains ou électromagnétiques, de façon à fiabiliser encore davantage l'alerte qui sera remontée vers l'opérateur en cas de passage d'un bâtiment d'intérêt, par exemple. Et ça aussi, c'est une démarche en laquelle on croit beaucoup, avec notamment cette notion de fusion de données dont on sent bien la nécessité pour la conduite de nos opérations. Voilà. Alors, comment on va s'y prendre pour tout cela? Le premier objectif, c'est de gagner en puissance de calcul, aussi bien à terre, au centre d'interprétation et de reconnaissance acoustique, qu'à la mer. C'est une démarche capacitaire qui est déjà engagée, évidemment. L'autre moyen, c'est de développer ce que j'ai appelé la task force annotation de données au centre d'interprétation et de reconnaissance acoustique. L'objectif, c'est de concentrer l'effort sur la création de jeux de données qui vont pouvoir entraîner de façon massive tous les algorithmes d'entraînement pour améliorer leur fonctionnement. Voilà. Évidemment, le corollaire de tout ça, c'est aussi augmenter la capacité de stockage des données avec les chiffres que je vous ai présentés en introduction. Là aussi, il y a un enjeu capacitaire sur lequel on est en train de travailler. Tout ça, évidemment, dans une prévision d'industrialisation, voire de passage à l'échelle. Donc voilà les grands objectifs et la façon dont on compte s'y prendre. Et je vais à nouveau laisser la main à Juliane pour la partie plus technique. Concernant les perspectives techniques, comme l'a indiqué le commandant, on prévoit d'accélérer sur le management de la donnée. Donc on va se reposer bien sûr sur la task force, la notation massive, qui va nous permettre de constituer des bases d'apprentissage conséquentes et donc améliorer les performances des modèles d'intelligence artificielle, mais également gagner en réactivité sur les prochains incréments de développement. On prévoit également donc de s'attaquer à d'autres types de sources à identifier. Donc, je vous ai parlé des émissions sonores précédemment. Au courant d'année, on sera en capacité de développer, en capacité d'avoir des modèles qui permettent de détecter des bruits de propulsion de navires et de les caractériser. Les résultats encourageants finalement de ces derniers mois nous invitent également à tester toutes ces capacités en conditions réelles, donc à faire le saut dans le sous-marin, à bord du sous-marin, et de tester ces modèles directement en mer. En définitive, ces développements actuels et futurs permettront de doter le CIRA d'une réelle capacité, d'une réelle autonomie, une réactivité et une maîtrise d'emploi dans ces modèles d'intelligence artificielle pour s'adapter à de futures menaces opérationnelles. Pour conclure sur cette présentation, donc aujourd'hui, la démarche intelligence artificielle est bien engagée. On y croit dur comme fer avec tous les acteurs avec lesquels on traite de ce sujet. Ce que l'on peut noter, c'est que les premiers résultats très encourageants militent pour que l'on poursuive évidemment significativement cette démarche. Ce que l'on peut aussi noter, c'est une très belle convergence de tous les acteurs industriels, étatiques et militaires pour tendre vers l'objectif et le besoin opérationnel dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et évidemment, la suite s'annonce riche, avec toujours en chapeau ce grand enjeu qui est la maîtrise de la donnée acoustique. Voilà, on a terminé avec notre présentation. Merci de nous avoir écoutés et laissé la parole, et on est prêt à répondre à vos questions. Oui, rebonjour, donc Eric Bigala, Radio France. Est-ce que vous avez les engins, je vais dire ça comme ça, ne sont pas déployés sur des unités, sur des bateaux actuellement, ou je me trompe? En matière d'engins, vous parlez d'algorithmes, et la réponse est non. D'accord, évidemment. Mais est-ce que vous pouvez estimer le gain de rapidité dans l'analyse et la caractérisation que permet l'intelligence artificielle sur une mission tactique, on va dire basique, je ne sais pas, surveillance par exemple des abords du port de Toulon? Alors, pour l'instant, il y a pas mal de bateaux. Oui, oui. Alors, cette question est pertinente parce qu'évidemment,
cette mesure du gain est à mettre en corrélation avec notre besoin opérationnel. Pour l'instant, cette mesure de gain, on l'a surtout faite à terre, puisque les premiers démonstrateurs ont été réalisés sur des campagnes d'enregistrement qu'on a récupérées à terre. Et pour vous donner un ordre d'idée, pour annoter une douzaine de jours d'enregistrement consécutif de données acoustiques devant Toulon, on met plus de 40 jours ouvrables avec 2 oreilles d'or pour les traiter. Voilà. Avec le démonstrateur de prédiligence et de DJI, on réduit en tout cas la phase qui permet d'extraire les signaux sur lesquels on va mettre de l'effort humain à environ 4-5 heures, voilà, pour les 12 jours de campagne, et auquel il faut rajouter évidemment peut-être 5 ou 6 jours ouvrables d'analyse pure de l'oreille d'or sur ces signaux acoustiques. Donc vous voyez que déjà le gain est énorme. Ce qui peut être transposé évidemment pour l'usage embarqué, mais sous un mode un peu différent, puisque là l'objectif, ça sera surtout de réduire, enfin en tout cas d'améliorer la réactivité de l'opérateur sur les signaux utiles. J'ai souvent pris cette image que je vous partage. Au début des années 2000, un opérateur sonar, il voyait un sonar qui voyait à peu près à 20 km et il voyait 10 contacts sous-marins, enfin 10 contacts acoustiques simultanément. En 2020, le même opérateur voit à plus de 200 km et il voit quasiment une centaine de pistes simultanément. Et donc vous voyez bien que cette tendance, elle nécessite qu'à l'avenir, pour être capable parmi les 100 pistes de voir le plus vite possible quelles sont celles qui intéressent l'opérateur et le commandant, in fine, il faut qu'on ait recours à l'intelligence artificielle. Et donc c'est comme ça qu'on mesurera ce gain. Juste pour poursuivre, la fantastique bibliothèque sonore dont vous disposez, je crois au CIRA, depuis quelques dizaines d'années, j'imagine, est intégrée dans l'algorithme au moins du démonstrateur. C'est-à-dire, alors, vous avez les signatures acoustiques de pratiquement tous les bateaux qui naviguent. Je vais répondre en 2 temps sur votre question. Donc le CIRA a été créé en 1983. On a fêté sa 40aine rugissante l'année dernière. Dans la mesure où on collecte environ 1000 enregistrements acoustiques par an, on a plus de 40 000 data effectivement dans notre base de données que l'on envisage à terme évidemment de mettre à contribution totale pour l'entraînement des algorithmes d'intelligence artificielle. À l'heure actuelle, vous l'avez compris, on en est encore à la phase de démonstrateur et donc on les a entraînés pour l'instant sur des modèles, enfin sur des jeux de données qui sont plus limités et qui sont prélevés aussi par des capteurs fixes qui sont devant Toulon et d'opportunités, voilà, qui ne sont pas des capteurs embarqués et développés et déployés en opération. C'est le premier jet de notre démonstration qui évidemment appellera derrière une utilisation massive de tout ce que l'on traite au CIRA et c'est bien l'enjeu du futur, c'est-à-dire d'être capable de mettre à profit et à disposition cette immense base de données au service de l'intelligence artificielle. Et donc vous rebouclez avec le cycle de l'annotation de la donnée et de l'injection dans les algorithmes. Allez, dernière petite précision. Sur la précédente slide, il y avait inscrit usage opérationnel prévu en 2025. De quel usage opérationnel parle-t-on exactement ? Alors, ce que l'on envisage, et je laisserai peut-être aussi la parole à Juliane sur ce sujet, ce que l'on envisage en fonction du niveau de maturité du démonstrateur de la MIAD en cours de développement et en cours d'incrément, c'est de pouvoir le tester effectivement à la mer en opération, sur des types de signaux assez précis qui sont les émissions sonars, donc les émissions sonars actives des frégates qui cherchent un sous-marin dans la colonne d'eau et qui sont des signaux qui sont assez caractérisés avec des fréquences basses, des fréquences hautes, une durée d'émission, un intervalle sonore. Voilà. Et l'objectif, c'est de voir in situ, dans un environnement, on va dire, assez chargé sur ce type de signaux, comment le démonstrateur se comporte. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Juliane. Aujourd'hui, les premiers démonstrateurs, effectivement, ils travaillaient sur un fichier audio qui était donc bien segmenté, bien préparé et qu'on intégrait au modèle. Là, l'objectif en fin d'année, c'est vraiment de réussir à plugger le modèle directement derrière un flux audio, derrière un capteur. Donc c'est pour ça que là, on change vraiment de philosophie et on commence à faire de l'IA à temps réel. Et donc là, on est vraiment sur une autre démarche que ce qui était déjà développé en démonstrateur aujourd'hui. Bonjour, Franck Alexandre, RFI. Vous nous avez dit que l'IA permet aujourd'hui de déterminer le nombre de tours et le nombre de pales d'hélices, sur le nombre des... Voilà,
quels sont les autres objectifs? Alors là, vous nous parliez des colonnes d'eau où on peut repérer les émissions sonores des frégates, etc. Qu'est-ce que, à court échéance, qu'est-ce que vous souhaitez obtenir grâce à l'IA comme précision? Donc le nombre de tours de la machine à bateau, le nombre de pales, repérer quelle frégate envoie des émissions sonores, quoi d'autre en fait? Effectivement, les premiers résultats qui permettent d'obtenir un nombre de tours et un nombre de pales sur une hélice sont assez concrets. Et ça nous aide déjà pour ce que j'appelle la préclassification, c'est-à-dire dans quelle catégorie de sources acoustiques se trouve ce que l'on entend. Et c'est comme ça qu'on arrive justement avec ce démonstrateur à isoler tout ce qui relève par exemple de la petite plaisance du trafic commercial. À terme, il faudra que ces algorithmes d'intelligence artificielle aillent chercher d'autres fréquences, d'autres éléments de caractéristiques audio et spectrales sur de la propulsion moteur électrique par exemple, sur le bruit rayonné par un bâtiment, par ses auxiliaires, voilà, tout ce qui finalement est associé au bruit rayonné par un bateau. Donc on peut aller chercher plein de choses. Ça peut aussi être des bruits, ce qu'on appelle des bruits transitoires, c'est-à-dire un démarrage de pompe ou un arrêt d'une pompe. Ça peut être une clé qui tombe dans une cale et qui fait du bruit. Voilà. Enfin, donc l'idée à terme, c'est évidemment d'aller chercher finalement des modèles qui sont efficaces et efficients sur l'ensemble du spectre acoustique de la source qu'on croisera à la mer. Bien, merci beaucoup. À noter d'ailleurs que sur le salon Vivatech, nous aurons Bertrand Rondepierre, le directeur de l'Amiade, qui sera présent et qui interviendra le 24 mai. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de l'Amiade ou du Centre Média, si vous avez, ou de la Marine, si vous avez d'autres questions sur le sujet, et nous serons très heureux de pouvoir vous retrouver sur le salon Vivatech. Ce point presse est maintenant terminé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, jeudi prochain, pour un nouveau point presse, et je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous.